dans tous les cas. Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, dit le pire est évité. Et la victoire de Macron est par défaut. Et puis il faut quand même rappeler que Marine Le Pen se réjouit d'une éclatante victoire, puisqu'elle elle affirme que ses idées arrivent à des sommets un soir de second tour de l'élection présidentielle. Il est sûr qu'avec 42% de cette élection, c'est ce qu'elle peut essayer de mettre en avant malgré sa défaite dans les faits. Un autre mot également, parce qu'il y a plusieurs manifestations antifascistes et anti-Macron qui s'organisent un peu partout en France. La mobilisation qui est organisée à Paris semble subir une certaine répression policière du côté du quartier Châtelet-les-Halles. Voilà, donc pour le moment c'est pour les quelques infos qu'on peut avoir par ailleurs. Voilà le deuxième plateau dans cette émission spéciale de soirée électorale. On le rappelle sur la clé des ondes. On est ensemble jusqu'à 23h, il y aura de la musique après ce soir pour essayer d'oublier ou de se dépenser autrement, je ne sais pas. En tout cas, autour des différents micros que nous avons installés à la librairie Nakama qui peut encore nous rejoindre, bien entendu. Il y a Florence Guéry pour Europe Écologie Les Verts de Bordeaux. Il y a Petra Vernier qui était avec lui, qui était présente dans le précédent débat et qui est toujours avec la permanente. Monica Casanova, qui est élue au conseil municipal de Lormont dans l'opposition pour le nouveau parti antisocialiste. Bonsoir. Et puis Hugo Fourcade, militant de la France Insoumise, Union populaire. Et puis je dirais quand même par acquis de conscience aussi parmi les administrateurs de la clé des eaux. Voilà, donc on va parler de ce troisième tour. Signaler que vous avez invité le Parti communiste français et le Parti socialiste qui sont là ce soir. Il y aura peut-être Génération plus tard. D'ailleurs, le mandat c'est encore partie de Génération parce qu'il était un peu dissident. Il avait appelé à voter Mélenchon. Au final, c'est le maire de Saint-Médard-en-Jalles, Stéphane Delperron. Alors, peut-être d'abord, vous, votre sentiment ce soir quand vous voyez un Emmanuel Macron qui est réélu 58%, alors qu'on fait frémir déjà des premières secondes du premier tour que ça allait être peut-être 51-49, finalement qui est venu avec 58, mais en revanche, on a quand même parlé de Le Pen qui atteint des sommets, d'Abstention qui atteint des sommets. Tout ça, vous, votre réaction, c'est quoi je vois que Clémentine Autain, par exemple, a été le pire du pire, il m'a fait. Pour commencer, Florence, Eric, pour Europe Écologie Les Verts. Alors, quand même un soulagement parce que Macron et Le Pen, c'est pas pareil. Après, moi, la question que j'ai, que vous allez tous se poser, et je pense que ça va être l'objet aussi de nos échanges de ce soir, c'est toute cette colère, qu'est-ce qu'on en fait, et cette désaffection, comment on la transforme. On a entendu tout à l'heure notamment des associations qui disaient au-delà de la convergence des luttes, comment on fait pour ramener des gens qui s'impliquent dans des associations, dans des combats. Je pense que c'est aussi vers ça qu'il va falloir qu'on se tourne. Petra, tu veux dire un mot? Je pense qu'aujourd'hui, on voit que du coup Macron a remporté l'élection. Après, la réalité, je pense que c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, le second tour qui a été proposé, comme on discutait d'ailleurs dans le premier plateau, c'est que c'était un peu une alternative à la passer choléra, et je pense que c'est d'ailleurs ça qu'on a beaucoup entendu à l'occasion des quelques mobilisations qu'il y a eu notamment en région parisienne, de la jeunesse qui refusait un peu ce second tour mortifère. Je pense que l'urgence, pour le dire très rapidement, aujourd'hui est à construire un peu la suite. Et d'ailleurs, je pense que l'objet de la discussion autour de la question du troisième tour, pour moi, est essentiel de le discuter sur le terrain de la lutte, puisque aujourd'hui, en fait, il y a un appel à un troisième tour électoral, et je pense que, d'une certaine manière, de le poser de cette façon-là, ça canalise d'une certaine manière les mobilisations, et je pense que l'urgence aujourd'hui est à la construction en fait de mobilisation sur le terrain de la lutte et de blocs de résistance pour préparer la riposte face à toutes les attaques qu'on nous connaît. Monica, on va prendre les verts. Oui, moi, je pense que Le Pen et Macron, c'est pas la même chose, mais je suis pas soulagée du tout, parce que je pense que Macron va faire du Le Pen à la manière Macron, voilà. C'est-à-dire qu'il va servir les banquiers, il va servir le grand capital, et tout comme il a fait avant, en réprimant le mouvement, comme il a fait avec le mouvement de la loi travail, voilà, comme il a fait avec les Gilets jaunes, en éborgnant des gens, voilà.
il va continuer à faire la même chose, mais en plus encourager avec le fait qu'il y a une montée des idées d'extrême droite. Et moi, je pense que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'extrême droite peut avoir une telle audience. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il y a la mondialisation, qui aujourd'hui est une mondialisation voilà, économique qui va nous mener vers une crise totale, mais également une crise guerrière. En l'occurrence, militarisme. Il y a aussi le fait qu'il y a une gauche qui va du Parti communiste au PS en passant par M. Mélenchon, qui était aussi ministre quand même sous la cohabitation avec Chirac, hein, qui n'a quand même pas beaucoup combattu donc l'extrême droite à ce moment-là. Je pense même qu'il a permis qu'elle s'alimente, puisqu'au bout de cette cohabitation, on a quand même trouvé Le Pen pour la première fois au second tour. Hein. Donc comme barrage, il y avait mieux. Et tous ces gens-là, ils ont préparé le terrain, effectivement, à la montée des idées d'extrême droite, en discréditant les idées de gauche, en discréditant en menant une politique au service du capitalisme. Et enfin, la troisième chose, c'est aussi le fait que, voilà, il y a une montée de l'extrême droite qui se fait sur cette base-là et qui emmagasine une colère sociale profonde due à toutes ces attaques qui ont été faites contre l'assurance chômage, contre les retraites, contre les droits des travailleurs, contre les droits des salariés, des jeunes. Voilà, et je pense que là, effectivement, le troisième tour social qu'il faut faire, c'est un troisième tour social de lutte, de bagarre, de contestation sociale pour renverser leur système qui est à la base de l'ensemble de toutes ces attaques. Hugo Fourcade pour l'Union populaire à France Insoumise. Moi, je vais quand même partager avec Florence le côté soulagement. Du fait que ce soir, parce qu'on a quand même peu de choses pour se réjouir, donc on peut au moins quand même se réjouir ce soir qu'on a viré Le Pen. On a viré Le Pen, on l'a viré loin. Et ça, voilà, ça c'est fait, on a envie de dire l'étape 1 est réalisée. Maintenant pour la suite, évidemment, cette étape 1, elle a un peu un goût de cendre, parce que comme tu disais, Mika, on sait les 5 ans qui arrivent avec Emmanuel Macron, on sait le mandat qui arrive. Et ça c'est sûr que, bon, je le disais déjà dans l'élection, je veux dire, nous, en défendant la candidature de Jean-Luc Mélenchon, on a tout fait pour essayer d'éviter justement ce second tour de faire et pour porter l'alternative qui n'est pas passé loin, l'alternative pour l'augmentation des salaires, la retraite à 60 ans, la planification écologique, le passage à la 6e retraite. Je ne refais pas tout le programme, vous le connaissez. Mais je pense que on a dit il y a 5 ans, plus jamais ça, ne pas reproduire, tout faire pour ne pas reproduire, etc. Et je pense que c'est encore à l'ordre du jour, c'est-à-dire comment sortir de cette boucle infernale, en fait, de ce double piège, qui est que Macron favorise Le Pen pour se retrouver en face d'elle au second tour, et on est obligé de faire des votes barrages qui Macron va favoriser Le Pen, etc., et on n'en sort jamais, en fait. Donc comment on arrive à faire dérailler la machine? Donc maintenant que M. Macron est élu, eh bien, il y a une première étape, c'est déjà essayer de le mettre en minorité à l'Assemblée nationale, lui mettre un front parlementaire face à lui, voilà. Et après, évidemment, il y a l'ensemble du terrain des luttes. Et en fait, les deux, pour moi, ne sont pas contradictoires. On peut essayer de construire les deux ensemble. On a besoin de points d'appui au Parlement pour faire le plus possible de guérilla parlementaire, j'ai envie de dire, le plus possible d'amendements, de réfréner le plus possible les réformes qui vont nous arriver dessus. Et en même temps, on a besoin d'intensifier les luttes, les liens des luttes entre elles, pour mettre Macron en échec aussi. Merci Hugo, je crois qu'on a Stéphane Delpera au téléphone. Donc Stéphane Delpera, maire de Saint-Médard-en-Jalles, membre de Génération S, qui a appris à voter Mélenchon, vous aviez. Oui, alors est-ce que c'est bien le cas, Stéphane? Est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Bon, super. Alors, peut-être d'abord avoir le résultat de Saint-Médard-en-Jalles. Alors, le résultat de Saint-Médard-en-Jalles, 66% des voix, au-dessus de son score national, et je crois que c'est un vote de barrage, évidemment un vote d'adhésion au président de la République, mais surtout en refus de voir Mme Le Pen accéder à l'Élysée. Mme Le Pen et ses amis, dont personne n'a oublié le danger qu'elle pouvait représenter pour notre démocratie, mais aussi pour les plus faibles, je pense. Nos compatriotes d'origine étrangère, par exemple, qui auraient été les premières victimes des mesures qu'elle avait annoncées, qui étaient absolument effrayantes. Autour de la table, il y avait pour le moment... Un vote de barrage, je formule ce que le vote législative, pour construire une autre majorité, parce que nos concitoyens, au fond,
ne veulent pas forcément de M. Macron, ils ont rejeté clairement Mme Le Pen, maintenant il reste à leur offrir un autre projet, c'est le travail qui commence. Autour de la table, il y avait deux sentiments, soit le soulagement effectivement de ne pas voir Marine Le Pen, soit au contraire pas de soulagement du tout, parce qu'on sait à quelle sauce, on partit en tout cas de la sauce à laquelle on risque d'être mangé. C'est-à-dire que bon, en 2017, on avait imaginé une sauce à laquelle on serait mangé, et finalement on n'avait pas tout imaginé de la composition de cette sauce. Toi là, ce soir, c'est quoi qui prime sans parler du soulagement, mais on voit bien que derrière il y a des luttes aussi souvent arrivées. Si, forcément le soulagement malgré tout, parce que moi je n'ai jamais rien espéré de M. Macron en 2017, j'ai jamais cru à cette fable du en même temps une droite ou une gauche. M. Macron est un homme de droite qui a mené une politique de droite économique, pas seulement, et d'ailleurs je parle de Nicolas Sarkozy, donc je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté, moi j'attends rien de M. Macron, le sujet n'est pas là, mais le sujet c'est qu'avec Mme Le Pen, ça aurait été pire encore. Donc, là, il fallait faire barrage à quelque chose qui aurait été pire encore. Et les luttes, vous savez, oui, enfin, quand vous avez un régime d'extrême droite au pouvoir, les luttes, c'est quand même très compliqué de demander aux droits, aux autres. Donc là, il y a une forme de soulagement pour notre démocratie. On va commencer aujourd'hui, à la fois dans les luttes, c'est vrai, il y a des mails, pour imposer notre majorité aux législatives, et finalement c'est possible, parce que Jean-Luc Mélenchon disait très justement, au fond, il y a 3 blocs, il y a 3 tiers, donc les législatives elles sont ouvertes aujourd'hui, beaucoup plus que la dernière fois. Alors justement, tu évoques Jean-Luc Mélenchon, tu fais partie un peu des dissidents du pôle écologiste de Yannick Jadot, puisqu'au dernier moment, dans les derniers jours, tu as appelé avec d'autres membres de Génération à voter pour Jean-Luc Mélenchon, dans l'espoir que Jean-Luc Mélenchon atteigne le 2e tour. Alors peut-être qu'il a fait partie des suspendus de Génération, ça je... Non, ouais. Je lui avais apporté mon parrainage d'abord, parce que je trouvais invraisemblable que la question puisse se poser, que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas les parrainages nécessaires pour se présenter. Quand on regarde le score qu'il a obtenu, c'était vraiment un scandale démocratique. Et ensuite, je vais effectivement apporter mon soutien, parce que je pense qu'il y a besoin d'une gauche de changement, pas d'une gauche de gestion, une gauche un peu radicale, même si vous peut inquiéter, mais qui est à la hauteur des défis du moment, qui appelle cette radicalité, des changements sociaux, des changements climatiques. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, il assure cet espoir-là. Et on voit bien, étant maire d'une commune, j'ai la chance de changer tout le monde, y compris ce soir, et je vois tous les gens de gauche maintenant, qui il y a quelques semaines s'échapperaient les uns les autres, pour qui ça ne fait plus débat que cette unité soit nécessaire. Donc ça, je crois que c'est très différent de ce qui a été passé en 2017, et ça nous donne espoir qu'on puisse construire un pôle de résistance, voire l'emporter. Je crois que les gens qui ont à craindre de la réforme des retraites, par exemple, qui est un scandale, et j'espère qu'ils font tout pour l'empêcher, mais c'est le tout pour l'empêcher, les luttes, pourquoi pas, mais enfin, si notre majorité à l'Assemblée, on est sûr que ça n'arrivera pas, et on est sûr même que, en tout cas, ça fait partie de ces engagements, qu'on aura la retraite à 60 ans, donc tout n'est pas pareil, et c'est encore possible pour les législatives. Alors, on te garde avec nous, Stéphane, on va voir un peu les réactions aussi autour du plateau et des micros de la Clé des Ondes. On rappelle qu'on est en direct depuis le 19 rue Bouquière, le comptoir des éditeurs de Naquin-Œil, la librairie, à côté de la place Fernand Lafargue. Vous pouvez nous rejoindre, on est ensemble jusqu'à 23h sur la Clé des Ondes, et puis le partager à ceux qui ne sont pas à Bordeaux sur la clédesondes.fr. Parce que je ne suis pas sûr qu'on capte très très bien la Clé des Ondes à Saint-Médard-en-Jalles, il faudra essayer. Juste peut-être en réaction, Florence Guéry sur Écologie et Vert. Alors, moi je voulais simplement peut-être aussi avoir un petit point de vigilance pour nous tous. Là, on est en train de travailler pour voir comment on peut construire cette majorité. Je pense qu'il faut faire attention que ça soit bien compris aussi, j'allais dire, par les électeurs. Alors, je vous donne juste un exemple. Entendre pas mal de journalistes sur les grandes chaînes, très goguenards, dire qu'ils n'ont aucune cohérence, et en fait, encore une fois, c'est un peu de la discussion de boutique. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment très concret, qu'on montre c'est quoi les chantiers qui nous attendent,
En matière d'urgence sociale, la question de l'hôpital, je veux dire, avec des questions aussi des déserts médicaux, c'est dramatique. La question, bien évidemment, des retraites, du SMIC, de l'indépendance énergétique, de la transition écologique, et montrer comment, je veux dire, avec des dossiers de façon extrêmement concrète, je veux dire, en étant tous ensemble dans une vraie majorité, un bloc de résistance, d'alternance, on va pouvoir, j'allais dire, faire front, faire barrage, voire avoir des propositions alternatives. C'est extrêmement important de pas dire, je pense, mais de toute façon c'est trop technique et ça perd les électeurs, mais de vraiment expliquer pourquoi on a envie d'être tous ensemble. Il y a parmi, bien sûr, ce qui fait difficulté à créer une union entre certaines organisations politiques de gauche, cette crainte d'une hégémonie politique, alors qui a été longtemps représentée par le Parti Socialiste, qui a été directement, quand Mélenchon a fait ses scores en 2017, reproché à Mélenchon, ça a été cette volonté hégémonique. Là, il y a eu l'idée de se défendre de toute hégémonie politique, tout en mettant un certain nombre de choses sur la table, planification écolo, mais bon, il y en a bien sûr d'autres, les questions de SMIC, de retraite, et puis quand même cette volonté aussi d'avoir Mélenchon, et ça semble indiscutable, comme Premier ministre, si des fois il y avait une majorité de cette manière populaire. Est-ce que tout ça pourrait créer en fait des difficultés à faire l'union, ou l'union, la circonstance fait qu'il faut l'union, et on y arrivera, même si il faut accepter ces questions de 76, oui. Vous m'avez dit hégémonie, alors on va dire de leader. Mais aussi les questions économiques qui y a derrière les ça ramène des sous et c'est pas rien pour faire vivre un parti comme n'importe quelle autre organisation politique. Il faut payer des fois les salariés comme n'importe quelle organisation tout court, même à la clé des ondes et même dans les organisations politiques. Du coup, cette question législative, c'est aussi la question économique des partis. Alors peut-être Vincent, Stéphane Delpera, pardon. Merci. Après, je voudrais vous laisser pour saluer les personnels qui travaillent aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire que je partage le sentiment qu'exprime la collègue, je ne suis pas très concret. Y compris localement, vous voyez, nous on va ouvrir un centre. On va l'annoncer sur la clé des ondes. Un restaurant solidaire. On va présenter un plan extrêmement ambitieux sur la biodiversité et sur le changement climatique. Bref, je crois qu'au niveau national, c'est la même chose. Il nous faut une quinzaine de mesures fortes qui montrent cette volonté de changement social, de transition écologique. Et effectivement, je crois qu'il faut être concret, parler à nos citoyens à partir d'exemples, à partir de effectivement la situation de l'hôpital, à partir de la désertification des zones rurales, de toute une série de thématiques comme ça. Bref, il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant. Il y a la question du pouvoir d'achat qui est majeure. Et quant au leadership, j'ai envie de dire, bon, c'est un peu serpent qui se mord avec le, parce que si on n'a pas, rien n'est possible. S'il n'y a aucune force qui est en capacité de dépasser certains scores, on se retrouve émietté à tout faire 4 ou 5%. Donc quand il y en a un qui le fait, c'est comme ça, c'est un fait. Et je pense que chacun peut trouver sa place avec un nombre de circonscriptions qui nous permettent d'exister. Et que j'ai pas entendu demander à un autre de disparaître. Simplement d'avoir une cohérence programmatique autour du projet qu'il a porté et qui, au fond, si on est un peu honnête entre nous, est très différent de ce qu'on peut dire. Merci beaucoup Stéphane Delpera d'avoir pris le temps sur la clé des ondes. Merci beaucoup. On rappelle que tu es maire de Saint-Médard-en-Jalles et membre de Génération. Alors on continue bien sûr cet échange. On continue cet échange peut-être avec Monica Casanova. Je sais que le parti Orienté Capital, ça fait partie des heureux élus pour recevoir un courrier de l'Union populaire de la France Insoumise. Toi, ton sentiment sur cette possibilité d'unir et puis cette nécessité ou pas? Je viens d'entendre Stéphane Delpera. Bon, j'entends souvent à la métropole défendre les dossiers du PS, du UNIC, de la majorité socialiste. Et bon, ils défendent voilà la gestion loyale de ce système, voilà. Donc tout ce monde-là va se retrouver aux élections pour dire bon voilà, nous on va faire barrage, on va changer les choses. Mais tout ça on l'a vu, on l'a revu. Quoi, je veux dire, on a vu la gauche au gouvernement, on a vu Mitterrand, on a vu Hollande, on a vu toutes les attaques qui ont été faites contre le monde du travail.
Et aujourd'hui, on voit tout ce monde-là qui veut se recoquiner à nouveau. Alors, il y a quelques rivalités entre eux qui font qu'ils ne s'entendent pas tout de suite, mais tout ça, voilà, on nous ressort la vieille recette, voilà, la gauche unie, elle va changer le monde. Mais le NPA nationalement a plutôt semblé dire pourquoi pas. Et toi, tu as l'air beaucoup plus c'est-à-dire que moins rassuré à l'idée, quoi. Moi, si tu veux, ce que je pense, c'est que quand j'entends M. Mélenchon dire qu'il veut avoir une majorité pour être le Premier ministre, il a dit dans un premier temps de Le Pen ou de Macron, quoi. Ben, moi, je ne veux pas participer à un accord qui va contribuer à ce qu'il y ait un Premier ministre pour Macron, quoi. Voilà, moi, je ne marche pas dans ce système de 6e ou 5e République. Et comment tu comprends la position nationale du NPA, du coup? Et nous avons des débats à l'intérieur du NPA, mais si tu veux, moi, ce que je crois, c'est qu'actuellement, plein de gens qui se sont abstenus, on n'en a pas parlé. Moi, je sais que dans mon quartier, il y a eu énormément de gens qui se sont abstenus, parce qu'ils en ont marre du droite, du gauche, et maintenant du populisme de droite, du populisme d'extrême gauche, qui leur disent, on va changer le monde à votre place, votez pour moi, et comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire de manifs, vous n'aurez pas besoin de faire de grève. Mais si, on va devoir besoin de faire des grèves, de faire des manifs pour changer notre sort, et encore plus qu'avant, parce que la situation qu'on va avoir en face de nous, elle va être encore plus dure. L'extrême droite est renforcée par ses résultats, la crise est là, il y a un système qui est bourré de spéculation, de dettes, etc., et qui va prendre sur nos poches, qui va prendre sur nous les salariés pour pouvoir se refaire. Mais face à ça, il n'y aura pas de petits arrangements entre amis de gauche qui va pouvoir faire quelque chose. Il faut que nous, le monde du travail, les salariés, la jeunesse, on prenne nos affaires en main, comme on a fait dans les ronds-points, comme on a fait dans les grèves, qu'on prenne nos affaires en main, qu'on s'organise nous-mêmes pour imposer nos droits, pour contrer ce système frontalement, parce que ce système nous attaque frontalement. Et ce ne sera pas par des petits arrangements entre amis de gauche qui, soi-disant, vont nous défendre à notre place. Tout ça, on l'a vu, le sauveur suprême tel que s'est présenté Mélenchon, tel qu'avant se présentait Mitterrand, tout ça, on l'a vu, c'est bon. Les gens, ils votent pas, pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de tout ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a plein de gens qui ont voté avec leurs pieds. Ils ont voté avec leurs pieds pour dire, voilà, les choses, il faut changer. Par la lutte, par le changement social, par des discussions pour construire ce changement social, parce qu'il n'est pas encore là, j'en suis bien consciente, mais en tout cas pas par des petits arrangements entre amis. D'ailleurs, les partis de gauche pourraient quand même s'interroger sur les résultats qu'ils ont. Même là, le PS, les Verts, voilà, ils sont discrédités. Voilà, et donc il faut, voilà ça. Nous, on est pour arrêter avec ça. Voilà. Alors Hugo, parmi le parti des petits arrangements, la France Insoumise déjà, premièrement, revenir sur la question de l'hégémonie dans l'Union, etc. Je pense que c'est pas une question d'hégémonie, c'est pas une question d'étiquette, c'est une question de projet politique et de posture claire dans les 5 ans qui viennent, d'opposition face à Macron. Et je pense que c'était déjà le cas en 2017, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est joué un peu et ce qui a empêché l'Union là en 2022, ça a été quand même la question des désaccords programmatiques, etc. Et je pense que d'une certaine manière, le premier tour d'élection présidentielle de 2022 a réglé cette question. C'est-à-dire que il y a 22%, à 400 000 voix près, ça passait, qui ont porté le programme L'Avenir en commun, qui est un programme de rupture sur un certain nombre de points, quoi. Donc c'est pas une question d'étiquette, c'est pas une question de vouloir être hégémonique sur les autres, c'est une question de clarté. Parce qu'en fait, mais tu sais aussi qu'il y a eu un vote utile qui est arrivé sur ces 22%. Il y a une part de vote utile. Il y a une part de vote utile, mais je pense qu'aussi, parce que c'est quelque chose, je vais le dire vite fait, hein, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu pour relativiser le score des 22%. Et en fait, c'est quand même... il y a un sondage qui dit que 80% des gens qui ont voté Mélenchon étaient d'accord avec le programme. Si on regarde dans le dernier mois sur les sondages, en fait, les autres candidats de gauche, que ce soit Yannick Jadot, Fabien Roussel, etc., ils perdent pas tant, ils perdent 3, 4%, etc. Par contre, Mélenchon, il gagne 11%, et où il les prend à l'abstention. Et je pense que ça, c'est un des enjeux majeurs qui discutent, c'est comment on arrive à reconstruire, pour ce qui est de l'ordre de la stratégie électorale évidemment, hein, mais comment on arrive à reconstruire un bloc électoral qui ramène aussi les classes populaires sur un vote de rupture à gauche, quoi, et qui sort un peu, parce qu'on sait, c'est fait depuis longtemps, à cause des trahisons du Parti Socialiste et des 30 ans d'accompagnement des politiques néolibérales, etc., et ben, l'électorat de gauche, notamment dans les classes populaires, et ben, il s'abstient. Et donc, comment on arrive à remonter ça, je pense que, voilà, on est face en fait à un double enjeu, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une volonté d'efficacité politique, et le réflexe à ça, c'est de dire l'union.
Et de l'autre côté, en fait, il faut jamais oublier que si on arrive à faire les 29% et aller chercher autant de gens qui sinon seraient dans l'abstention, c'est parce qu'on a une candidature qui est claire. En fait, une candidature et un programme qui est clair, et qu'on a l'assurance que si demain Mélenchon est Premier ministre, ben, ça ne donne pas Hollande, quoi. Parce que si demain, je sais que Monica est pas très convaincue, mais bon, si demain Mélenchon est Premier ministre, le lendemain, il signe le décret, le SMIC il passe à 1400 €. L'ensemble des salaires, ils prennent l'équivalent. Et ça, on ne peut pas dire que ça ne serait pas une victoire en termes de lutte des classes en France. On ne pourrait pas dire qu'en termes de lutte des classes, ça ne relancerait pas l'ensemble des mouvements sociaux et des négociations interbranches sur l'ensemble des salaires. Donc je pense qu'il y a un moment, par rapport à ce que disait la camarade tout à l'heure, il ne faut pas opposer de manière un peu caricaturale et dire c'est la rue et rien d'autre. En fait, les deux peuvent marcher. On a besoin de l'ensemble des points d'appui. Personne ne cherche à canaliser aucune lutte. Plus les luttes seront fortes, plus on arrivera à gagner. Par contre, on pense que oui, il y a besoin de points d'appui. Et plus on sera nombreux, quitte à mettre même Mélenchon Premier ministre, en plus on arrivera à mettre le quinquennat de Macron en échec. Alors Petra, j'arrive à toi dans un instant pour avoir ton analyse. On regarde la révolution permanente, mais je vais avoir peut-être la réflexion, la réaction de Florence Kelly, co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts à Bordeaux, à ce qui vient d'être dit là, et puis aussi savoir comment, en interne, après avoir fait une campagne où il y a eu des affrontements aussi entre politiques, alors sur des aspects programmatiques, sur des aspects internationaux qui en tout cas concernent aussi l'affrontement qu'il va y avoir entre Europe Écologie Les Verts et l'Union populaire. Toi, comment tu vois la possibilité de cette union, cette question de leader, cette question économique, et puis aussi, en tant que militant, militante chez les écologistes, comment vous réagiriez à l'idée de trouver votre place Oui. Alors, nous, on ne voit pas comme une tentation d'hégémonie, et je ne crois pas que ce soit comme ça que les choses aient été présentées, que ce soit discuté à l'heure actuelle. Juste, on va paraphraser Adrien Quatennens il y a 3 jours dans une interview, qui disait il n'est pas question, il n'y aura pas de groupe avec leur couleur politique, et prenant en l'occurrence la gestion du Parti communiste, avec le sujet, excusez-moi du peu, sur le nucléaire. J'ai quand même le sentiment qu'on était plutôt dans une discussion ouverte entre gens responsables. Alors après, bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité extrêmement importante à l'heure actuelle pour que ces discussions se passent bien. Mais je voulais juste vous donner un petit exemple. Je ne pense pas qu'il soit question de perdre notre identité. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on le voit et qu'on le souhaite. Et puis, moi, je vois, en tant que co-secrétaire, arriver des demandes d'adhésion maintenant. Et les nouveaux adhérents, ceux qui souhaitent participer avec nous, disent, en fait, j'ai décidé de venir parce qu'on ne vient pas juste quand ça va bien, mais c'est aussi quand ça va mal, quand il y a des inscriptions après le premier tour. Et donc cette identité d'écologie, elle est aussi là et je ne crois pas qu'elle disparaîtra. Vous me posez la question, je crois, sur l'aspect économique, c'est ça? Oui, aussi. On sait que voilà, il y a eu une campagne de dons à la qui continue, qui se passe bien, mais il faut que les forces soient intensifiées. Les législatives sont aussi une ressource économique. À chaque votant, il y a 0,42 par électeur et par an pour les partis qui font plus de 1% sur au moins 50 circonscriptions. Ce qui est un des enjeux, bien sûr. C'est un des enjeux, donc justement, il y a une équation, j'allais dire, un peu arithmétique à trouver, mais qui ne doit pas prédominer sur les questions programmatiques. Je voulais aussi ajouter un dernier point, mais j'ai oublié, juste quand même pour dire, on parle beaucoup, de la France insoumise, et ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, c'est aussi un boulot, me semble-t-il, assez extraordinaire. Chacun avec leur personnalité, des gens comme Adrien Quatennens, François Ruffin, Mathilde Panot. À côté, il y a eu d'autres députés comme Delphine Batho, qui sont des gens, et c'est aussi ça dont on a besoin, qui sont aussi des lanceurs d'alerte. J'avais un dernier point que je voulais rajouter, mais je me souviens plus, et je le retrouverai. Encore un tour de table à faire. Petra, tu voulais ajouter un mot aussi Oui, tout à fait. Moi, je voulais réagir, parce que pour moi, un élément que je voulais rectifier, c'est que pour moi, ce qui a fait peur au gouvernement, c'est pas les amendements portés par les députés de la France Insoumise au Parlement. Ce qui a fait réagir, ce qui a inquiété le gouvernement, en réalité, c'est toutes les mobilisations en fait qu'il y a eu et qui ont fait trembler ce quinquennat. Par ailleurs, dans le Parlement même, il existe dans la Ve République, il existe un certain nombre d'institutions qui permettent en fait au gouvernement de passer outre et même au-delà de tous les choix en fait des députés.
que ce soit en fait les ordonnances avec lesquelles Macron a entamé son quinquennat et qui montrent quand même que, y compris le pouvoir dans le Parlement est quand même limité. Mais surtout, quand on voit en fait que Macron, au moment des Gilets jaunes, préparait en fait son hélicoptère et son bunker, justement parce qu'il était effrayé à l'idée que les Gilets jaunes puissent envahir l'Élysée, pour moi en fait c'est ça qu'il faut avoir en tête, parce que justement, moi, j'avoue que ça m'a un peu dégoûté quand Mélenchon il a fait la déclaration que c'est grâce à lui que le gouvernement a reculé sur la réforme des retraites. Parce que la vérité, c'est que la réforme des retraites, si elle n'est pas passée tout de suite, et si de fait le gouvernement a reculé, en réalité c'est parce qu'il y a eu une énorme mobilisation de secteurs du monde du travail, notamment de la RATP, de la SNCF, qui se sont coordonnés et pour faire pousser en fait cette contre-réforme qui allait attaquer l'ensemble du secteur du monde du travail, du secteur populaire et de la jeunesse. Et je pense que effectivement aujourd'hui, la France Insoumise et l'Union populaire ont une responsabilité. Ça c'est quelque chose, je pense, sur lequel on est d'accord. Et effectivement, parce que 7 millions de personnes ont voté à l'occasion du premier tour pour l'Union populaire. Mais le problème pour moi, c'est que cette responsabilité, je veux dire, elle est importante parce qu'aujourd'hui, le fait que nationalement, l'Union populaire et la France Insoumise n'appellent pas, par exemple pendant l'entre-deux tours, à manifester contre Le Pen et Macron, ça pose problème, parce qu'en réalité, ces 7 millions de personnes-là, il faut leur proposer une alternative, et l'alternative, pour nous, justement, elle est contre, elle n'est pas dans cette alternative qu'on nous a proposée dans ce second tour de Macron et de Le Pen. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, Mélenchon appelle à l'élire Premier ministre, en réalité, c'est même un recul sur son propre programme. Non seulement déjà il parlait de 6ème République avant qu'on pouvait, que je ne rejoignais pas, mais en tout cas au moins il parlait de rupture. Aujourd'hui il parlait d'être le Premier ministre de Macron ou de Le Pen. En réalité ça pose une adaptation énorme sur le terrain en fait de un gouvernement dont on connaît le ton et dont on connaît les attaques qui nous a fait subir pendant 5 ans. Aujourd'hui, je pense que précisément l'enjeu, c'est de ne pas faire croire que c'est au Parlement ou que c'est par les voies institutionnelles électorales qu'on va pouvoir gagner quelque chose. Je pense que c'est ça, en fait, à mon avis, l'objectif aujourd'hui essentiel. Et si c'est vrai que la présidentielle, d'une certaine manière, a pu faire politiser, réémerger certaines luttes, etc., moi, ce que j'attends aujourd'hui, de la part de toutes ces directions syndicales de gauche, qui en réalité, oui, ont un poids et représentent quelque chose, mais aujourd'hui, en fait, elles ne doivent pas faire l'autruche, elles doivent arrêter d'appeler justement un 3e tour seulement, en fait, électoral. Et aujourd'hui, je pense que la responsabilité énorme qu'il y a, c'est d'appeler à se mobiliser, de rentrer dans la rue, alors l'auto-organisation des travailleurs, des secteurs populaires, pour justement pouvoir contrer et construire la riposte, des blocs de résistance contre justement toutes les attaques dont on sait un peu déjà la couleur après 5 ans de macronisme. Juste un mot quand même, parce que je voudrais avoir ton avis sur ça et puis celui de Monica. Alors, on est bientôt à la fin, si possible rapidement, mais l'importance quand même d'avoir des députés, c'est-à-dire que s'il y a une loi qui passe sur l'endométriose, c'est parce qu'il y a une clémentinotin de la France Insoumise. S'il y a une loi qui passe pour lutter contre les pesticides, c'est parce qu'il y a l'abbé qui est sénateur écolo, donc ça c'était il y a 5 ans même je crois maintenant. Et puis si la retraite des agriculteurs elle augmente, c'est parce qu'il y a un Gérard Chassaigne qui est coco et qui est député et qui bosse sur 10 ans pour aboutir à cette loi parce qu'il n'y a pas de mobilisation chez les agriculteurs pour revaloriser leur retraite. Alors du coup, je me demandais vous comment vous voyez, vous projetez par rapport à ces quelques avancées, quand bien même ce sont des gouttes d'eau, effectivement, parce que il faut trouver un moyen de les porter, et pour les porter, c'est l'engrenage, c'est l'Assemblée ou le Sénat. Peut-être Monica pour la Oui, non, regarde, moi ça fait 21 ans que je suis élue dans une commune. D'ailleurs, à la commune de Lormont, on a la particularité d'avoir une alliance PC, PS, Vert, République en Marche. On est tous ensemble, donc voilà, nous tous assez compatibles. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que de fait, nous on pense pas qu'il ne faut pas participer à des élections. Les élections sont là pour pouvoir dire ce qu'on a à dire dans le cadre d'un système encore un peu démocratique sur la base du pillage du monde entier quand même, parce que s'il y a quelques pays comme la France qui s'en sortent, c'est parce qu'ils pillent le monde entier. Hein. Et de fait, effectivement, il y a quelques bases démocratiques qui sont le résultat de lutte. Parce que tout ce dont tu as parlé, ces lois-là qui ont fini par aboutir, c'est toujours parce qu'il y a eu des gens avant qui se sont bagarrés. C'est comme les droits des femmes, il y a eu des droits des femmes qui ont été gagnés, d'abord par la lutte, et ensuite c'est passé dans les lois, et c'est passé bien longtemps après. Et moi, j'ai pas envie d'attendre que les lois aient été votées et discutées pendant des siècles dans des assemblées qui sont des assemblées totalement acquises quand même à ce système. Moi, je pense que les choses avancent plus vite. Quand on se bagarre, la preuve, les quelques choses importantes qu'on a gagnées en matière de salaire, de droits ou autres, on les a gagnées quand il y a eu de grands mouvements sociaux, comme en 36, comme en 168, comme toutes les bagarres qu'il y a eu, même la prime Macron, c'est peut-être pas grand-chose, ça a été gagné par des bagarres extrêmement dures, et donc les choses, elles changent par la rue. Après, il peut y avoir
un reflet dans les institutions. Mais les institutions ne sont là que pour refléter, et le vrai combat, il se passe dans un combat de classe. Et c'est pour ça que le combat de classe, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, ça ne peut pas être faire des fonds électoraux, etc. Parce que les fonds électoraux nous disent, en l'occurrence le tien, et avec les autres partis de gauche avec lesquels vous allez vous retrouver, je pense, et ils disent que c'est grâce à vous qu'on va obtenir des choses. Non, on ne va pas les obtenir grâce à vous. On va les obtenir quand les gens vont se bagarrer. Les seules choses qu'on va obtenir, et encore plus dans le contexte dans lequel on va rentrer, de lutte extrêmement dure, ça va être par la bagarre sociale, par l'organisation à la base, les comités de grève. Et je pense aussi qu'il faut qu'on se donne un outil politique des salariés, des travailleurs, des jeunes, totalement indépendant de tout ça. Effectivement, un parti révolutionnaire, il faudra qu'on en ait. Alors, Petra, en quelques mots pour signaler aussi, il y a Rémi qui va se déplacer dans le beau local où nous sommes, je le répète une dernière fois, au TF Bouquet, pour ceux qui veulent encore nous rejoindre, pour poser quelques peut-être questions ou avoir des réactions, des sentiments. Rémi qui va vous passer le micro, n'hésitez pas à lever la main, il vient vous voir pour vous recueillir ces questions. Petra, peut-être en quelques mots. Oui, rapidement, sans révéler ce qu'a dit Monica, sur lesquels il y a beaucoup de choses que je rejoins. Évidemment que moi, je ne cracherai pas sur, on va dire, tous les aspects progressistes qui peuvent faire avancer. Je veux dire, ça, c'est clair et net. Pour moi, la question, c'est plus la stratégie pour avancer, on va dire, et pas à petits pas, et que les États de par goutte d'eau, quoi. Et je pense qu'en réalité, c'est là où je pense que, par exemple, moi, je suis pas contre, évidemment, avoir des élus au Parlement, etc. Enfin, c'est pas ça le problème en soi pour moi. La question, c'est qu'est-ce qu'on y porte, dans quel objectif et avec quelle stratégie. Et notamment, par exemple, moi, un des accords que j'ai avec les élus de la gauche, parce qu'il y a plusieurs oppositions diverses et variées dans le Parlement actuellement, et notamment, par exemple, des députés de la France Insoumise. Moi, je pense à deux lois qui sont passées sous le quinquennat Macron et qui sont extrêmement graves en matière justement de renforcement sécuritaire et autoritaire. Je pense à notamment la loi séparatisme et la loi sécurité globale. Et je pense qu'en réalité, le bilan des députés de la France Insoumise, et je voulais inclure y compris les députés du Parti communiste français, il n'est pas si bon que ça sur ce plan-là, parce qu'en réalité, au lieu de vouloir en fait refuser en entièreté en fait ces lois, c'est-à-dire de refuser et de exiger leur retrait total de simple, on va dire leur simple retrait pur et dur. En réalité, en fait, ce qu'ont fait les députés LFI et le PCF, c'est de voter à trous, on va dire, ce texte en refusant, on va dire, tel amendement, en acceptant celui-ci parce que ça va au final. Et je pense que ça c'est problématique parce qu'en réalité ça montre en fait quelque part. En réalité, une acceptation, même si c'est pas en entier, même si c'est pas en bloc, évidemment, ça montre quelque part en fait que, d'une certaine manière, c'est accepté quand même que ces lois elles existent. Et moi, je pense que, par exemple, typiquement, si on avait eu des députés à l'occasion dans ce Parlement sur ces lois pour parler de celles-ci, je pense qu'il n'aurait pas lu en fait lutter pour leur retrait pur et dur, quoi. Merci Petra. Il y a une question. Donc oui, est-ce qu'on m'entend? Le micro il marche? Le micro marche pas. Là, il marche, oui, il marche. Ok, d'abord, il y a Jacques qui voulait passer un message plutôt. Oui, bonsoir aux auditeurs de la Clé des Ondes. Nous avons un message d'Adrien qui nous lance un appel en direct sur Facebook. Demain matin à 9h, il y aura une expulsion d'une maman avec 3 enfants au 76 rue Alexis Capelle à Bègle. Je répète l'adresse, au 76 rue Alexis Capelle à Bègle, à côté du stade de foot. Venez nombreux, ceux qui peuvent venir. Moi, je pourrais pas, c'est bien dommage, j'y serai. Mais soyez nombreux pour soutenir, pour éviter cette expulsion. Toujours pareil à Bègle, demain au 76 rue Capelle à Bègle. Merci pour eux. Il y avait une menace d'expulsion déjà, je crois, la semaine dernière. Et en effet, voilà. Mais, il y a eu quelque chose la semaine dernière et ça fonctionne. C'est une autre question. Oui, j'avais Benjamin. Voilà, une petite question un peu comme ça. Alors donc maintenant que Manuel Malin a repris la main du pouvoir, c'est une rumeur qui dit qu'il avancerait, qu'il dissoudrait l'Assemblée, qu'il avancerait les prochaines législatives. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous en parlez? Voilà, Manuel Malin, il est malin. Il a gagné, il est malin. C'est une question ouverte. Est-ce qu'on a le temps de répondre? Peut-être une réponse très rapide par rapport à ça. Ouais. Oui, alors j'ai l'impression que c'est moins dans l'air du temps ces derniers jours, mais bien évidemment que
c'est dans l'air du temps. Ça avait été évoqué par un canard enchaîné avant le premier tour. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est que tous les imprimeurs qui travaillent pour tous les partis ont eu cette information en leur disant de se tenir prêts au cas où. Après, pour effectivement désorganiser toute la préparation de l'ensemble des partis autres que la République en marche, effectivement, il n'y a pas de... Mais on est préparé. Hein. Si je peux pour compléter la question pour Hugo et la France Insoumise, c'est est-ce que la France Insoumise peut se passer d'un vrai parti qui fonctionne avec une base, avec une représentativité, avec des adhérents, etc., ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui et qui peut poser un problème dans le cadre où il voudrait se constituer comme un parti important à gauche. C'est deux questions différentes. Non, mais pour réagir d'abord sur la possibilité de la dissolution, on a déjà fait, là, on vient de passer une campagne en fait, qui était une non-campagne. Je veux dire, il n'y a pas eu de débat contradictoire. C'est une campagne qui a été rendue très difficile, et même d'ailleurs le pouvoir en place a utilisé tous les moyens institutionnels pour ne pas faciliter la campagne. Par exemple, il n'y a eu aucune campagne d'inscription sur les listes électorales. Bon, enfin, voilà. Tout ça, en fait, on voit que le pouvoir macroniste est un pouvoir autoritaire, il va continuer sur cette porte-là. Et donc oui, en soi, il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale pour raccourcir encore plus le temps de campagne. En gros, on perdrait 2 semaines de campagne. Si on a 2 semaines de campagne en moins, on fera quand même campagne, on fera la campagne le plus possible pour lui mettre le plus grand front en face. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On est le plus possible organisé par rapport à ça. Sur ta deuxième question, Baptiste, je pense que oui, effectivement, là, il y a l'organisation qui était la France Insoumise. Refaire le score là, de 22%, etc., mais je pense nous met face à une responsabilité de passer un palier. Et je pense que c'est aussi un palier qui est un palier organisationnel et démocratique. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel en tant que militant. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce que, y compris même dans qui représente l'Union populaire par rapport à la nature aussi sociologique de l'électorat, il y a tout un enjeu à structurer ça, c'est évident. Peut-être, Rémi, tu voulais dire? Non, on termine. Ouais, je crois que c'est le moment pour DJ Brest-Maltas. Juste une information, on va passer un petit morceau, et après on aura une lecture d'une poésie pendant 1 minute. On va dire un mot de conclusion quand même, que chacun puisse dire un mot, et puis après on va essayer de passer. Ah, tu voulais dire un mot? François-Marie. Moi je voulais savoir s'il y avait 7 millions d'électeurs qui seront dans la rue là, quand ils vont annoncer la dissolution, parce que c'est ce qui fait peur à Macron, c'est quand même la rue. Une question ouverte. Florence, donc, Europe alors, Écologie. le plus rapidement possible, c'est pas tout à fait les conclusions, mais juste rajouter, bien évidemment, qu'il y a aussi une remise un peu en question de discussion aussi du bilan. Et moi, à titre personnel, ce que je vois aussi, on parlait de à quoi ça sert aussi d'avoir des députés, etc. C'est aussi une question de moyens. Et moi, il me semble qu'il y a aussi un vrai sujet, c'est comment on fait pour resserrer les liens entre toutes les associations, les collectifs et les partis politiques. Et c'est aussi, je suis désolée d'être prosaïque, mais c'est aussi une question de moyens dans les associations, dans les collectifs, mais aussi dans les partis politiques pour avoir des gens, dans les groupes locaux notamment, qui peuvent aussi s'investir sur ça. Et deuxième, ce que je voulais dire, c'est, je pense quand même qu'il faut peut-être, quand on voit les résultats, si on prend les élections intermédiaires, Bordeaux, victoire, j'allais dire, de coalition avec LR en tête, les régionales et départementales, victoire ici des socialistes, du PS. Là, au niveau national, singulière avancée de la LFI, je pense que quand on voit un peu les résultats, ça nous force aussi tous un petit peu d'humilité et prendre aussi en compte l'ensemble des résultats et pas juste à chaque fois les derniers chiffres. Peut-être Petra, en quelques mots de conclusion. Oui, très très rapidement, je pense que aujourd'hui, en fait, on a vu émerger quelques luttes, comme on le discutait un peu tout à l'heure, et quand on voit en fait que d'ores et déjà le gouvernement Macron, avant même qu'il soit réélu, a déjà en fait envoyé la BRAPEM des différents secteurs de la police pour réprimer violemment en fait les manifestations, mais y compris par exemple dans les universités, avec justement l'émergence de mobilisations comme à l'occupation de la Sorbonne, on voit que les directions d'université flippent et par exemple ferment les universités parce qu'en fait elles ont peur du renouveau, du retour de la mobilisation, de la lutte des classes. Je pense que c'est un signe à avoir en fait en tête justement pour ce troisième tour social à préparer dans la rue,
dès maintenant. Et quand on voit en fait que Macron, il est réélu, on a eu 5 ans, en fait, comme on a pu le discuter longuement dans cette soirée, d'attaques autoritaires, islamophobes, racistes, qui a banalisé en réalité les discours et les idées d'extrême droite. Je pense qu'aujourd'hui, alors même qu'en réalité, il incarne aujourd'hui d'une certaine manière l'un des présidents les plus détestés de la Ve République, je pense qu'il faut le dire. Il a en réalité une base sociale, sans parler de base électorale, qui est quand même relativement affaiblie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de préparer ce 3e tour dans la rue et voilà, d'essayer de construire un véritable bloc de résistance. Merci beaucoup. Monica Casanova pour le parti Oui, ils sortent tous très discrédités de cette élection et moi je partage ce que beaucoup d'abstentionnistes comme moi au second tour disent, c'est-à-dire que ça va se passer dans la rue la suite. Il y a eu quand même en un an et demi les fortunes du CAC 40 qui se sont enrichies plus qu'en 10 ans. On n'a jamais vu ça. Et en même temps, pendant la pandémie, on n'avait jamais vu autant de salariés au premier rang, les petites mains, les premiers de corvée là, qui assuraient tout. Mais voilà, c'est ça l'avenir du monde pour moi. C'est l'organisation des travailleurs, des jeunes, des gens eux-mêmes pour défendre leurs intérêts, pour porter les idées, la science, le progrès en avant contre ce système failli porté par tout un tas de gens qui essayent de le défendre coûte que coûte avec son armée et sa police, effectivement. Moi, je pense que tout ça, il faut le renverser par nos luttes et il faut vraiment... c'est vers ça qu'on va. Voilà. Hugo, pour l'Union populaire. Je suis d'accord avec Petra, je pense que le pouvoir Macron est un pouvoir faible en réalité. C'est un pouvoir vraiment qui a une légitimité démocratique qui est très très faible. Je crois qu'il y a un sondage qui disait que 80% des gens veulent que Macron ait un pouvoir de cohabitation en face de lui. Donc je pense que ça montre en fait le niveau de défiance et d'ébullition dans lequel est ce pays. Et je pense que là, effectivement, il y a un premier pas là qui est le début des luttes et les élections législatives qui arrivent, mettre le front le plus large possible, quitte à lui imposer une cohabitation. Et ensuite, après, ça continue, c'est du lutte, quoi. Voilà, on en a pour ces kilomètres de manifs et de manifs. Et on ajoutera une lutte médiatique quand on voit la pauvreté qu'il y a eu de débats, de non-débats du coup, et d'échanges complètement vraiment loin des réalités des gens durant cette élection présidentielle, les luttes médiatiques pour essayer de continuer. Donc les luttes vont continuer pour essayer que nous on puisse continuer aussi à l'ouvrir. Merci beaucoup à la Clé des Ondes et à Nathanaël, s'il vous plaît, de nous avoir accueillis ici et puis à tous ceux qui ont écouté et continuons le combat. Grave, merci. Merci à vous. Merci à vous. Big up à Benjamin, Rémi, Carole et Alex de Nakanai qui assurent la technique, la buvette, etc. On continue avec DJ Bryce Matas dans un instant, avant une chanson et une lecture. Il y aura une lecture dans 5 minutes.